Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, c'est votre premier rendez-vous de la semaine. Equinox Soir, c'est le décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Deux correspondances signées du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, les 13 et 14 août dernier, viennent remettre au goût du jour la très laborieuse collaboration entre un membre du gouvernement et le Premier ministre. Dans la première correspondance, Ferdinand Ngongo, s'adressant au secrétaire général des services du Premier ministre, fait savoir que le chef de l'État demande au Premier ministre de rappeler à certains membres du gouvernement que les pouvoirs de nomination à la tête d'entreprises et établissements publics relèvent de la compétence exclusive du président de la République. Ce que nombre d'observateurs assimilent à une injonction est également valable pour Rose Mba Achar, en charge du contrôle supérieur de l'État dans le gouvernement John Ngouté. Dans cette autre correspondance, Ferdinand Ngongo lui demande de veiller à ce que ses équipes s'en tiennent aux actes liés à la gestion des responsables en poste. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h, la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé, suivie quelques instants après par le débrief. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Premier ministre ou secrétaire général de la présidence de la République, qui est le véritable chef du gouvernement. Pour en parler ce soir, je suis avec le docteur Limbe Tiki. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alain. Comment ça va? Ça va très bien. Voilà, vous êtes enseignant des relations internationales à UConn. C'est quoi UConn? Merci déjà de m'avoir invité. Je suis content d'être là. Oui. UConn, c'est University of Connecticut, oui. L'Université du Connecticut. C'est une institution publique de l'État du Connecticut. Voilà. Et là, dans cette institution, j'enseigne depuis 2015 au département de sciences politiques, oui, en tant que spécialiste de relations internationales et de politique comparée. Voilà, vous êtes également membre de cette association qui, il n'y a pas longtemps, a fait parler d'elle. Le fameux G80, ça rappelle beaucoup de choses. Nous étions au lycée Leclerc à l'époque, on a vu des choses. C'est passé du côté de l'université de Yaoundé. C'était encore l'université de Yaoundé. C'est quoi le G90 ça? Alors, je suis très content que vous vous souveniez des événements. Oui, on a vu, on était... de ce dont on appelait, ce qu'on appelait... On était au lycée Leclerc. Au lycée Leclerc. Et on appelait ça à l'époque les années de braise. Oui. Et nous étions étudiants. Alors, ce qui s'est passé, c'est que récemment, un nombre de leaders de l'époque, de leaders estudiantins, se sont retrouvés et se sont dit, nous devons faire quelque chose. Oui. Le pays est en train de connaître de sévères semousses. Oui. Et nous nous sommes dit, on va se réengager dans le débat politique, mais non plus en tant qu'étudiants, bien sûr. Beaucoup d'entre nous ont accumulé des expériences que nous pensons... C'est lorsqu'on regarde la liste, on voit docteur en médecine et les autres, c'est de fortes têtes, hein, le G90. Absolument. Nous avons donc accumulé toutes ces expériences dans divers contextes, oui, et nous pensons que nous devons les mettre au service de la nation. Alors nous avons commencé à produire un certain nombre de textes, oui, parce qu'à un moment nous avons pensé que la nation brûlait sur la question du tribalisme. Oh. Et nous avons produit un premier texte qui a été très bien reçu ici par vous autres, par les médias et par le public. Oui. Dans les vous avez également écrit à l'Union africaine. Nous avons absolument, excusez-moi, et c'était ça notre deuxième action, d'écrire à l'Union africaine, au président de l'Union africaine, avec ampliation au président de la Commission africaine, pour lui demander d'intervenir dans le cadre dans ce qui se passe dans notre pays, notamment dans les régions anglophones du pays. Alors, le pays brûle et nous demandons une troisième partie. C'est ce qu'on fait en diplomatie. Quand deux parties n'arrivent pas à s'accorder, on essaye de trouver une partie neutre, mais une partie qui a non seulement la capacité d'aider à la résolution du conflit, oui, voyez, mais qui ont des personnalités intéressantes. Alors nous avons demandé que l'Union africaine commence par envoyer un représentant. Okay. Oui.
au Cameroun pour discuter avec les autorités camerounaises et les acteurs de la société civile la question de la crise anglophone. Mais nous avons, si vous permettez, nous avons été très agréablement surpris, pour ainsi dire, par la réaction, je dirais, assez rapide, non pas de l'Union africaine, mais du Forum des anciens chefs d'État africains, de African Forum. Alors, quelques semaines après notre lettre, ils ont réagi sous le leadership du président Chissano. Joaquim Alberto Chissano, ancien président du Mozambique. Voilà, et alors, le Forum des anciens, le Forum africain, comme ça s'appelle, a décidé d'organiser un colloque sur le Cameroun. Et ça va se tenir avant la fin de l'année. En Éthiopie, je crois. En Éthiopie, mais ça ne va pas être en Éthiopie, je pense. Je crois que les négociations sont en ce moment très avancées pour que ça se tienne dans un autre pays, tout voisin. Je vous dirais que c'est le Kenya, sans révéler... C'est Uhuru Kenyatta. Voilà. Ok. Merci, docteur Lembe. En face de vous, Jean-Jacques Diop. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir, Serge. Bonsoir, mes compatriotes. Et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui regardent l'émission. Vous êtes PCRN, mais également coordonnateur 11 millions de citoyens en France. C'est bien cela? Bien évidemment, je dirige le mouvement de Karbala Déby en France depuis 2018 comme coordinateur. Et aussi, je représente le parti du mouvement en France. Ok. Voilà. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci beaucoup. En face de vous, Samuel Motte. Venez là. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Voilà. Merci de vous avoir toujours sur le plateau, Samuel Motte. Oui, je crois que c'est une émission de référence. Oui. Quand soit vous me faites une invitation amicale ou le parti demande que je vienne discuter avec les concitoyens. Voilà, on va remercier au passage le professeur Boyomo qui a permis tout ça. Voilà, je le fais avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de plaisir. Voilà, nous attendons Madame, Monsieur Olivier Biboulissac qui va représenter le MRC et ses alliés sur ce plateau. Je commence avec vous, Samuel Motte. Lorsque vous regardez, vous épluchez ces deux correspondances et la première adressée, on va le dire comme ça, au Premier ministre, mais c'est adressé au secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, et celle adressée au ministre délégué à la présidente en charge du contrôle supérieur de l'État. Pour vous, est-ce qu'il y a un problème? Vous y voyez des problèmes? Il n'y a absolument pas de problème. Je ne m'attendais pas. Il n'y a absolument pas de problème quand vous regardez, je veux dire, notre corpus constitutionnel. Il n'y a absolument pas de problème. La seule personne qui a la légitimité d'exercer un pouvoir au Cameroun, c'est le président de la République qui le tient d'un suffrage universel qui a évolué à sa faveur. Et pour le reste, nous avons plus ou moins un certain nombre de délégations qui se font soit se fondant sur, il a également un dispositif constitutionnel en ce qui concerne le Premier ministre, mais qui est également du domaine de l'organique, du fonctionnement interne de la présidence, qui fait qu'on peut nommer un secrétaire général, lequel secrétaire général fonctionne dans le cadre d'un certain nombre de pouvoirs qui lui sont délégués. Et les correspondances auxquelles vous faites allusion viennent tout simplement rappeler un certain nombre de choses qui, si elles n'étaient pas rappelées, pourraient nous amener vers soit un vide juridique, soit de structurer le fonctionnement des entreprises, mais qui ne doivent pas être vu comme étant des correspondances faites par le secrétaire général, qualité, mais comme étant une information qui est donnée au gouvernement, une information qui est inspirée par le président de la République, qui est seul détenteur du pouvoir nommer des concitoyens à des activités civiles ou militaires. Et dans ce cadre-là, il ne faut pas le prendre comme étant une injonction qui viendrait d'une autorité qui serait différente de celle du président de la République. C'est le président de la République. Quand le secrétaire général, en vertu d'une certaine délégation, signe un document comme celui-là, il faut considérer que c'est le président de la République qui l'a signé. Ok. Jean-Jacques Diop, toujours sur la forme, le président qui veut s'adresser au Premier ministre passe par le secrétaire général de la présidente de la République, qui à son tour écrit au secrétaire général des services du Premier ministre pour que celui-ci répercute l'information, la très haute instruction au chef de l'État à son chef qui est le Premier ministre Diongouté. Comment vous voyez cette acrobatie? On va l'appeler comme ça. Je trouve que les propos de Samuel Motte, qui semble expliquer que tout est dans l'ordre, dans ce que vous venez de décrire, que le chef de l'État, qui a nommé M. Diongouté,
n'a pas la possibilité de faire venir John Gouté à Etoudi, de faire comprendre que j'aurais constaté que il m'aurait dit que, donc attendez, cette nomination, il m'appartient. Au lieu de demander à M. Gongo d'écrire au secrétaire général, M. John Gouté, qui par ailleurs doit être le N-1 de M. John Gouté. Ça veut dire qu'il a deux hiérarchies. Il obéit donc à qui finalement? Est-ce qu'il va obéir à M. Gongo ou bien il va obéir à M. John Gouté? Parce que nous trouvons qu'il y a forcément un chevauchement, un malentendu, une incompréhension dans la gestion de cette circulation d'informations. Il aurait été souhaitable que le chef de l'État, comme il a pris son bic, son stylo pour nommer M. John Gouté, qu'il le convoqua pour lui expliquer que voici les dysfonctionnements, les dispositions de la Constitution qui me réservent la priorité. Oui, on arrive à au lieu de faire cette ça. interprétation. Donc nous estimons que c'est pas normal. Ok. Madame, Monsieur, nous accueillons donc sur ce plateau Olivier Bibonissac. Bonsoir Olivier. Bonsoir Serge. Bienvenue à Douala. Merci. La première fois, vous voyez très souvent avec nous à Yaoundé. Oui, habituellement. Ça va ici? C'est Yaoundé. Je vais avouer que j'étais ébloui. Vous savez, on souffre de délestage à Yaoundé en ce moment. Oui. J'ai été ébloui par la luminosité de Douala. À Douala, il y a la lumière. Je crois que ça justifie mon retard. Je m'excuse auprès de vos téléspectateurs. Oui. Je salue tous mes companélistes. Oui. Samuel Mott, RDPC, le docteur Lembetiki, enseignant à l'université. Entre-temps, il a oublié les lunettes solaires dans les couloirs. Tellement il a été bleu par la lumière de Douala. Bienvenue tout de même. La vision est peut-être trop subtile pour moi. Mais je retiens le bienvenu. La première partie, c'est trop compliqué pour moi. Donc merci de m'accueillir et merci de m'avoir invité. Voilà, Olivier, je reviens à vous dans un instant, le temps de... Je vous en prie. Oui. Parce que je ne pouvais pas ne pas réagir à chaud à ce que j'ai entendu M. Samuel Mott dire. Oui. Vous savez, Olivier, la question est celle-ci. Est-ce que ces deux textes... Il n'a rien compris, mais il veut réagir tout de même. Est-ce que ces deux sorties, vous allez répondre, le temps de vous installer confortablement, est-ce que les deux textes, les deux correspondances, on les appelait comme ça, du secrétaire général, posent un problème? Pour Samuel Mott, il n'y a pas de problème. Donc permettez d'abord au docteur Lembetiki de dire un mot. Je vais souffler. Olivier, permettez. Mais je dis que le temps de prendre le point. Lorsque je disais je réagirais à ce qu'il a dit, cela ne vous a heureusement pas échappé, que je disais bien entendu la première mise au point qu'il a faite. Oui. Il a entendu que j'étais encore à l'épisode de lunettes de soleil. Bon. Je ne vois pas comprendre. Docteur Lebel, sur cette gymnastique, le président de la République qui veut passer une information, il passe par son secrétaire général qui écrit au secrétaire général des services du Premier ministre qui à son tour doit répercuter l'information qui vient du président de la République pour le Premier ministre. Comment vous appréciez cette gymnastique-là? Oui, je dois dire qu'il y a nécessairement un conflit entre ces deux personnes. On va pas le secrétaire général des services le secrétaire général de la République et le Premier ministre. Et le Premier ministre, forcément, parce que je crois qu'il y a un vice de forme qui est évident. Oui. Alors, un secrétaire général de la République, le secrétaire général de la présidence de la République, s'il doit s'adresser à un membre du gouvernement, doit passer par le chef du gouvernement, essentiellement. Alors, s'il ne le fait pas, et si le membre du gouvernement qui a été contacté obéit aux injonctions, entre guillemets, du secrétaire général de la présidence de la République, ça conduit forcément à un affaiblissement du Premier ministre du pouvoir du Premier ministre. Oui. Alors, je dirais un peu plus sur la question plus tard, parce que j'ai beaucoup apprécié le titre de la question centrale, qui est le véritable chef du gouvernement. Alors, on revient. Vous l'avez apprécié? Oh, beaucoup, énormément. Merci. Voilà, Olivier, allez-y donc, vous avez envie de réagir, allez-y. Oui, vous avez apprécié ces deux correspondances. Qu'est-ce que vous en dites? Catastrophique, scandaleux, indigne du pays dans lequel nous sommes. C'est une insulte à toutes les règles au passage de droit administratif. C'est une insulte au pouvoir réglementaire que la Constitution de ce pays consacre de manière concomitante entre le président de la République et le Premier ministre, qui l'exerce concurremment. Et vous voyez, pour nous, ce n'est pas étonnant, parce que si nous étions légitimement présidés, nous ne verrions pas ça. Et ne faisons pas comme si nous avons oublié ce qui s'est passé dans un passé proche. Les gens dont nous parlons ici, ceux qui écrivent avec facilité
et se comportent comme, dans le jargon yaoundéen, on les qualifie de vice-dieux. Je ne sais pas si c'est vice-dieu, genre adjoint, ou c'est vice du vice et du côté vicieux de la divinité. Je ne sais pas trop. Mais vous voyez, les passe-droits que certains se ménagent ont fait en sorte que, avec la même prestance, ils sont passés complètement à côté de l'organisation de la CAN. Avec la même prestance, ils sont passés totalement à côté de l'organisation d'une élection présidentielle réussie et sans trucage. Avec la même prestance, au quotidien, ils spolient les Camerounais de leurs privilèges et de leurs avantages pour en faire leur chasse gardée à eux. Cette lettre-là, ou plutôt ces deux correspondances qui étaient rappelées tout à l'heure, voilà ce qu'elles traduisent. Elles traduisent le fait que certains se donnent des libertés avec précisément les formes, les normes et plus important, avec les règles. Et c'est un générique. C'est pour cela, d'ailleurs, que s'agissant du président élu Maurice Kamto, vous savez, celui élu en dehors de toute fraude électorale, s'agissant de lui, le générique hold-up, qui est d'abord un principe, quand il est dit par exemple non hold-up, c'est d'abord un principe moral. Et vous voyez bien que le hold-up dans la société camerounaise est intégral. Peu importe là où on regarde, il y a des victimes. Vous croyez que celui qui aujourd'hui officie entre guillemets, en tant que Premier ministre de ce régime illégitime, vous croyez qu'il a réagi comment quand il a vu ce courrier? Je vous rappelle que l'auteur du courrier a le statut de ministre d'État depuis l'échec calamiteux de l'organisation de la CAN 2019, ce qui est une promotion. Et je vous fais remarquer que vous ne verrez pas un seul conseil de cabinet à la primature. Je viens de Yaoundé, dont je peux en parler avec autorité. Vous ne verrez pas un seul conseil de cabinet où vous aurez vu assister le SGPR. Pourtant, il a un statut, a priori, de membre de gouvernement. Donc cette concurrence qui est flagrante et qui est malsaine pour le fonctionnement des institutions camerounaises, c'est la traduction pratique et concrète de ce que ceux qui ont la charge de présider et de gouverner sur ce pays ne sont pas seulement en vacances de temps en temps, ils le sont en permanence dans leur tête. Ok. Samuel Motte, lorsque une correspondance arrive sur très haute instruction du chef de l'État. Sur très haute instruction du chef de l'État, Nibou Nissak parle de normes et de formes. Je m'appelle Bibou Nissak. Bibou Nissak parle de normes et de formes. C'est pas la peine de vous commencer à vous énerver parce que on est là. Non, bien sûr. Moi je vous appelle Monsieur Motte parce que c'est votre nom. Il se trouve. Très bien, merci. Quand il parle de normes et de formes et qu'il commence à asséner le président élu et le président illégitime, je ne sais pas de quelle forme et de quelle norme on parle. La norme suprême voudrait qu'effectivement, quand on a fait une élection calamiteuse comme la vôtre, la norme voudrait effectivement qu'on se taise de temps en temps et qu'on ne pollue pas je sais pas moi, l'environnement médiatique avec ce genre de slogan, à mon avis, qui n'impressionne absolument plus personne. Mais vous en parlez. La norme voudrait effectivement que la norme et la décence voudraient effectivement que lorsqu'on vous invite à débattre d'un sujet précis, que vous ne fassiez pas chaque fois des déviances qui nous font perdre du temps. Et là, en ce qui me concerne, je me devais de vous répondre, monsieur. En donnant une leçon que vous ne vous appliquez pas à vous-même. C'est typique de ce régime. Olivier, permettez à Samuel. Allez-y. Très bien. La norme voudrait effectivement que lorsqu'on ne connaît pas le fonctionnement des organisations, que l'on se taise. Et que l'on se taise à jamais. Parce que dans le cas d'espèce, je vous rappelle, la Constitution en son article 8 dit, alinéa 10, le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Samuel Motte, ça fera attendez. Samuel Motte, c'est l'objet d'un autre débat. Non. Nous sommes sur la forme. Nous sommes sur la forme. Voilà. La nomination des chefs d'entreprise et établissements publics. Samuel Motte, c'est moi qui vous donne. Permettez, Jean-Jacques, permettez. Samuel, je vais vous donner, je vais vous repasser la parole. J'en venais. Oui, voilà. Ça va nous permettre de préciser, ça va nous permettre dans un premier temps, en ce qui concerne l'activité qui nous concerne, qui est celui de nomination, de savoir si on nomme ou non pas, ça va nous permettre de préciser la source de la correspondance et pourquoi c'est la correspondance émanant de la présidente de la République. Ok. Dans le cas d'espèce, le président de la République, bien entendu, peut le signer lui-même.
mais également sur la base d'une délégation légale, formelle, peut également demander à son secrétaire général de le faire. Je voudrais que vous précisiez à l'attention du public. La correspondance, elle est adressée à qui? Celle signée par le secrétaire général de la présidente de la République. Les deux. Il adresse la correspondance au secrétaire général des services du Premier ministre. Parce qu'effectivement, lorsque vous parlez effectivement des problèmes de conflit, des problèmes de subordination, ça aurait été maladroit que le secrétaire général, qui n'est pas dans le corpus constitutionnel, puisse écrire au Premier ministre comme tel. Et c'est pour cette raison-là, effectivement, que pour passer une information comme celle-là, il est plus décent et plus réglementaire de le faire passer par le secrétaire général des services du Premier ministre et non le contraire. Mais encore une dernière fois, il n'y a pas conflit en la matière parce que c'est le déploiement naturel des dispositions constitutionnelles qui voudrait effectivement qu'une information à un moment donné puisse être donnée de telle manière à ce que je sais pas moi, je veux dire le fonctionnement normal à la fois des institutions mais également des entreprises qui en dépendent puisse être régulé. Et dans ce cadre-là, je ne vois absolument pas de malentendu parce que quand vous dites effectivement que le pouvoir se déporte de la primature au secrétariat général de la présidence, c'est comme si cette prérogative à laquelle vous ne voulez pas que je puisse citer, à laquelle vous ne voulez pas que je puisse faire allusion, c'est comme si elle était dévolue au Premier ministre et qu'on venait, par le biais de cette correspondance, vous dites, maintenant, à partir de maintenant, vous ne vous occupez plus de ce pan-là. Le pan en question, la compétence, elle est pleine et elle est entière et elle est entre les mains du président de la République qui, pour un certain nombre d'informations, pour un certain nombre d'opérations, peut donner une délégation d'ordre tout à fait légal à un individu, effectivement, qui agit en son nom. Ok. Jean-Jacques, lorsque Ferdinand Ngongo rappelle au Premier ministre il rappelle à travers cette correspondance au secrétaire général. C'est un mot très bien choisi. Séraphin Magloire Faudas, secrétaire général des services du Premier ministre, lui rappelle que la nomination des responsables des entreprises et établissements publics relève de la compétence du président de la République. C'est une façon de faire comprendre au Premier ministre que lui rappeler que l'article 8, alinéa 10, c'est le président. Le Premier ministre ne sait pas que c'est comme ça? Avant de revenir sur cette question, nous estimons par exemple que, honnêtement, nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire. Voyez-vous. Il y a des problèmes d'ordre un peu cruciaux que le gouvernement devait s'atteler à s'occuper. Comment est-ce que les enfants du Nord-Ouest vont aller à l'école? Comment est-ce que les enfants de Yabassi vont aller à l'école? Quel est le prix de livre qu'on va donner? La circulaire qui est sortie il y a 2 ou 3 jours, nous ne voyons pas l'utilité de cette circulaire, soit comme le gouvernement a l'habitude de faire un peu du dilatoire, de distraire les Camerounais pour ne pas s'occuper des problèmes importants qui sont sur la table. On était à Yabassi encore samedi avec le président Kabal-Lébi, on a passé 7 heures à leur retour pour présider les opérations. 7 heures pour une route qui a... Dans une route qui est en construction. Oui, une route qui fait... Oui, qui est en construction, mais regarde un peu l'État. Parce que c'est quoi? L'autorité locale peut prendre un arrêté pour interdire, par exemple, que les grumiers ne roulent pas. Mais parce que ces voitures, ces sociétés appartiennent à certaines pentes de pouvoir, on ne peut pas les interdire. Parce que quand on est dans une localité, une autorité est amenée à prendre des mesures conservatoires pour permettre aux populations locales. Il peut, M. Mopovi, même pour aller de son côté de Yingui, je pense que la route est très, très difficile. On a passé 7 heures pour une petite route de 60 km. Nous pensons qu'il y a des problèmes très importants que le gouvernement, encore plus que le SG pouvait faire une autre que sur haute instruction du chef de l'État. Les enfants du Nord-Ouest vont commencer l'école. C'était beaucoup plus important au lieu de faire ce dilatoire. Parce donc, que s'il le fait une autre, ça va effectivement commencer. Je pense que s'il dit, donc on prendrait que le chef d'État est en train de prendre vers le corps ce problème. Okay. Parce qu'on ne sait pas en quoi est-ce que la nomination d'un DG apporterait à la rentrée scolaire. Non, je rappelle qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau de la nomination. Non, je dis, n'est-ce pas, non, ça, ce sera une autre question. Pour revenir sur votre question. Sur les lois 2017. On va faire une émission là-dessus. Pour revenir sur votre question. Nous restons sur la forme, le circuit. La question est claire. Qui est le véritable chef du gouvernement? Samuel a aussi oublié. Oui. Dans la même constitution qu'il a citée. Oui, c'est pas étonnant qu'il ait oublié. L'article 12, alinéa 3, on dit que le PM nomme aussi aux emplois civils, sauf militaires. C'est quoi les emplois civils? Qu'est-ce que veut dire dans cette même constitution? On a dit à l'article 8, alinéa 10 pour le chef de l'État, il nomme aux emplois civils et militaires. À l'article 12, alinéa 3, on enlève au PM l'aspect militaire. On dit qu'il nomme aux emplois civils. C'est quoi les emplois civils?
C'est quoi les emplois civils des deux personnes-là? Donc, il n'y a pas de liste de ces emplois civils. On peut dire quoi? Que depuis que le Cameroun est, on peut se limiter aux années 72. C'est le chef d'État qui nomme, c'est-à-dire par usage. Donc, je pense que les modifications de la Constitution, on aurait au moins inscrit la liste des emplois civils que le chef d'État devait nommer. Donc on laisse cette ambiguïté toujours. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas connaissance de la liste qu'elle n'existe pas. Non, écoutez, non. C'est pas parce que vous n'avez pas connaissance de la liste. Je vais vous apporter une précision tout à l'heure. C'est une nouvelle version de je sais mais je ne dis pas. C'est pas parce que vous n'avez pas connaissance de la liste. Écoutez, qu'elle n'existe pas. Donc il aurait été un peu souhaitable. C'est de l'ésotérisme administratif, ça. Ah oui, d'accord. Ouais, ou de l'occultisme administratif. C'est ça. Soyez un peu sympa, vous me laissez parler. Il aurait été un peu souhaitable que, compte tenu de cette application, de cet usage qui dit que c'est le chef d'État qui nomme, qu'on sorte la liste des emplois civils. Parce que dans ce même test, Ngongo aurait aussi eu l'intelligence de savoir que l'article 12 dit que le PM est s'abstenir de sortir cet arrêt. J'apporte des éclairages là-dessus. Donc nous pensons qu'on reste toujours dans ce chevauchement, ce conflit d'autorité qui fait en sorte qu'on est toujours amené. Donc quand même vous rappelez que tout ça remonte quand même en avril, quand le Premier ministre est allé au Nord-Ouest. Il a dit que comment dirais-je, la conférence, le débat est ouvert, que tous les sujets sont traités, y compris celui du fédéralisme. Au même moment, M. Atangandi était à Paris, interview sur France 24. Et il disait le contraire. Tout sauf rien. Voilà d'où est partie la crise, jusqu'aujourd'hui donc. Ok. Exactement. Oui, Olivier. D'abord, vraiment, je tiens à le dire, les leçons de bonne conduite de M. Mout, qui il se trouve représente un régime pour qui la fraude électorale est un outil qu'on peut utiliser impunément. Les leçons de conduite, les leçons de bonne conduite de M. Mout prêtent à caution. Elles ne sont pas recevables. Il pourra s'évertuer à les en donner autant qu'il voudra, mais qu'il sache que l'effet que ça a sur moi, c'est exactement le même effet que celui d'une pluie sur la peau d'un canard. Ça me laisse indifférent. Je disais tout à l'heure qu'il y a une concurrence au niveau des prérogatives réglementaires des C'est ça le débat aujourd'hui. dans la constitution camerounaise entre l'institution qu'on appelle présidence de la République et l'autre institution qu'on appelle la primature. Et cette concurrence vient précisément de l'ambiguïté qui était soulevée tout à l'heure. Parce que il n'a pas été discriminé clairement le champ dans lequel s'applique la fameuse nomination aux emplois civils du PM. Et il faut avoir l'honnêteté de dire que dans l'article 12, il y a une restriction que le législateur a introduite, qui est de dire exception faite des domaines qui sont de la compétence présidentielle. Quels sont ces domaines? Est-ce qu'on peut s'offrir le luxe de créer de telles ambiguïtés pour rien? Non. Ceux qui font ça, parce qu'ils ont une majorité obèse au Parlement, très souvent frauduleuse, savent parfaitement pourquoi ils l'ont fait ainsi. Dans le cas présent dont nous parlons, nous avons très clairement, c'est pour cela que j'ai commencé en dénonçant, mais de manière verte et claire, l'irrégularité scandaleuse de ces correspondances. Vous ne rappelez pas à l'ordre, dans un régime normal en tout cas, je vous dis bien, dans tout régime normal, à l'exception de ceux illégitimes, le régime camerounais en est un, dans tout régime normal, le Premier ministre ne reçoit pas de remontrance. Voilà. C'est ça l'objet ce soir. En dehors de celle... C'est ça l'objet ce soir. En dehors de celle, lorsqu'on est dans un régime légitime, du président légitime. Et c'est pour cela qu'il y a un lien avec la nécessité de faire des conseils de ministres, tout simplement parce que c'est eux qui huilent l'action gouvernementale et permettent justement qu'au niveau, parce que finalement, celui qui est statutairement et même constitutionnellement le chef du gouvernement étant le Premier ministre, pour, on va dire, donner de la force à sa fonction, eh bien, c'est dans le cadre des conseils de ministres que de manière, on va dire, par des arbitrages, on procède au recadrage nécessaire, sous son autorité, qu'on ne met pas à mal, notamment en laissant que quelqu'un qui a des responsabilités, certes administratives, prééminentes, en ne laissant pas que cette personne-là s'octroie des libertés qui vont au-delà de la lettre de ses compétences. Okay. Et c'est pour cela que je dénonce et je dénoncerai toujours le fait que pour certains, la constitution camerounaise, c'est un ornement.
un papier qu'on peut lire avec dédain et faire exprès l'économie des autres dispositions de la même Constitution qui se veulent complémentaires de ce qui a été précédemment rappelé, au moins par honnêteté intellectuelle. Pour faire œuvre de pédagogie à l'égard des téléspectateurs, il faudrait peut-être que certains, quand ils lisent la Constitution, qu'ils le fassent objectivement. Ok, Samuel Motte, vous permettez qu'on revienne sur un extrait de cette correspondance. Le secrétaire général, écrivant ici à Séraphin Magloire Fouda, le secrétaire général des services du Premier ministre, il dit: le chef de l'État demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir rappeler au chef des départements ministériels assurant la tutelle technique des entreprises et établissements publics que le pouvoir de nomination des dirigeants des organes sociaux des dites structures relève de la compétence du président de la République. Vous trouvez, Samuel Motte, qu'il n'y a toujours pas de problème, que le président, et Jean-Jacques a dit, qu'est-ce que ça coûte au président Biya d'appeler le Premier ministre John Gouté? Est-ce que vous avez connaissance de ce que, un seul instant, le Premier ministre s'est offusqué du fait que le secrétaire général des services du Premier ministre a reçu une telle correspondance? Ça m'étonnerait. Le problème, c'est que je suis astreint par mon éducation et par ma formation. Oui. Je ne suis pas habitué, on ne tolérerait pas d'ailleurs de moi que j'ai un langage excessif, du genre on lit une constitution avec dédain et qu'on fait des rappels à l'ordre à une autre personnalité de la République. Il n'y a aucun problème là-dedans. Premièrement, il soulève un problème qui est celui de ce que il n'existe pas une différenciation entre les zones de compétence du Premier ministre et celui de, tout au moins en ce qui concerne le volet de la nomination. Je rappelle, pour la gouverne de tout le monde, que l'article 12 dont il a parlé tout à l'heure, qu'il a essayé de compléter, dit à son alinéa 3, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives reconnues au président de la République dans ce domaine. Et quand je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on n'a pas connaissance d'un phénomène que le phénomène n'existe pas, et j'ai été repris tout à l'heure, mais en réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit. Parce que dans ce pouvoir de nomination-là, dans les sociétés, à la tête des sociétés, il est écrit effectivement dans la loi portant statut général des entreprises publiques, à son article 121, que des dispositions spécifiques tendant à soumettre à l'approbation du président de la République l'organigramme et les nominations de direction et assimilées sont prévues dans les statuts de ces sociétés-là. Ce qui veut dire que là, au moins, de manière spécifique, on reconnaît que c'est une prérogative exclusive du chef de l'État. Et elle n'est pas en partage avec le Premier ministre pour que le Premier ministre puisse s'en offusquer du fait qu'on lui a arraché un certain nombre de responsabilités. Et c'est pour cette raison-là que c'est vous qui montez une correspondance comme celle en épingle. Et je vous précise bien, ce serait plutôt intolérable que le secrétaire général, qui n'est pas reconnu dans le corpus de la Constitution du secrétaire général du président de la République, puisse prendre sa plume et écrire directement au Premier ministre. Ça pourrait à ce moment-là s'apparenter à une injonction. Mais dans le cadre d'une information qui est passée, pour que ça puisse être relié à l'intérieur des membres du gouvernement, le cheminement normal, ce serait effectivement qu'il écrive au secrétaire général des services du Premier ministre pour que la diffusion puisse en être faite. Mais encore une dernière fois, il ne saurait avoir de conflit entre le Premier ministre et le président de la République, tout au moins lorsqu'on reste dans le corpus dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a des cas effectivement exceptionnels que l'on peut citer tout à l'heure, mais je vous rappelle tout simplement, la personne qui jouit du suffrage et qui a la légitimité aujourd'hui de prendre toutes les décisions au nom du peuple, c'est le président de la République. C'est le même président de la République qui a nommé le Premier ministre. Et en cela, je ne vois pas là où on pourra établir les zones de compétences, étant entendu que la Constitution, telle qu'elle est, elle est configurée aujourd'hui. Avec votre permission, je vous en prie, Serge. Je découvre avec M. Motte que nous devons faire un débat sur le paranormal.
C'est-à-dire les phénomènes qu'on ne perçoit pas. Encore un autre mot fort, mais vous avez l'habitude, vous pouvez continuer du paranormal. Et donc, bon, je n'oserais pas faire la définition de ce mot, parce que là encore ce sera mal pris. On me dira de faire preuve d'être un peu pédant et de vouloir donner des leçons. Donc je répète que... Si vous avez la force de votre pédantisme, vous pouvez tout y aller. Je répète que... je ne croyais pas on être... est habitué en plus. D'accord. Vous êtes libre d'en déduire ce que bon vous semble, mais ce que j'ai dit, heureusement, la bonne gouverne bien éclairée de nos téléspectateurs ne se laissera pas égarer. Je disais, c'est quand même aberrant. Ça, c'est quand même aberrant. Nous parlons de personnes qui physiquement résident à vol d'oiseau à moins de 10 km. Et j'entends dire que lorsque, dans un régime illégitime, celui qui fait office de secrétaire général à la présidence de la République écrit au secrétaire général de la primature, non, il n'écrit pas directement au Premier ministre. C'est vraiment très subtil. C'est une subtilité. OK? Et donc, parce qu'il a écrit au secrétaire général des services de la primature, je cite toujours M. Motte, alors, cela ne s'adresse pas directement sous la forme d'une injonction au Premier ministre. Oui. Bon, les téléspectateurs en déduiront ce qu'il faut en déduire. Je reviens sur la question de fond, oui, parce qu'on tourne autour du pot. Oui, oui. Il y a, dans le régime illégitime camerounais, un patron lorsque celui qui préside illégitimement dort, ce qui arrive presque tout le temps. Il y a un patron, c'est le SGPR. Et laissons tout le débat savant, tout le débat constitutionnel que nous voulons faire. Ça, ce sont les faits. Et les faits ont la particularité, et ce n'est pas un journaliste que je l'apprendrai, ils ont la particularité d'être particulièrement têtus et tenaces. Je vous ferai remarquer que nous, en ce qui nous concerne, MRC et alliés, nous ressentons, y compris dans notre chair, cette toute puissance, cette omnipotence de quelqu'un qui est supposé être un fonctionnaire. Nous avons aujourd'hui un acharnement contre nous dans le cadre de ce qu'on appelle le plan national de résistance pacifique, qui oppose sur 3 piliers qui sont connus de tout le monde: l'égalité, constitutionnalité, non-violence. Nous avons, nous, un acharnement en provenance directe d'Etoudi, entre les hautes instructions et les instructions qu'on crée soi-même, prétendument venues de l'initiateur des hautes instructions dans cet embrouillamini-là. Nous subissons au quotidien cet excès et cet exercice absolu. On est dans le sujet, là. Du pouvoir par quelqu'un qui ne devrait pas l'exercer, précisément parce que ce n'est pas lui qui a la légitimité de ce pouvoir. Lorsque vous vous rendez compte que le secrétariat d'État à la gendarmerie, la DGSN, je ne m'en tiens qu'à ça, sont précisément dans l'ordre de préséance, y compris dans l'organigramme de la présidence de la République camerounaise, assujettis à cette instance de secrétariat dont nous parlons, et que vous pouvez découvrir que des gens peuvent se faire torturer en violation de la loi, déportés en tant que prisonniers d'une prison pour une autre, parce que des hautes instructions ont demandé qu'il en soit ainsi. Quand on peut venir à Douala, arrêter un homme d'État qui a servi la République le plus loyalement possible et qui a engrangé des résultats visibles, je parle du président élu Maurice Kamto, à Douala, en dehors de toute heure légale, parce qu'on prend des instructions au téléphone pendant qu'on procède à cette arrestation. Vous voyez, nous, c'est pour cela que je vous dis, et je suis en droite ligne avec le débat que nous faisons, nous savons qu'ici, dans ce pays, lorsque quelqu'un est très occupé à dormir, ce n'est pas un péché. À un certain âge, c'est bien. Lorsque quelqu'un est occupé à dormir, il y a quelqu'un, lui, qui veille à utiliser tous ses pouvoirs sans en faire la moindre économie. Nous le savons. Donc sur ce débat, nous tranchons très clairement ce qui nous concerne. Il y a quelqu'un, et ce n'est certainement pas le Premier ministre au Cameroun, dans le régime illégitime. Vous avez dit que c'est le secrétaire général qui est le véritable patron. Qui a outrepassé sa fonction. Qui est le véritable patron. Est-ce que pour vous, docteur Lepetiki, c'est le fait de la proximité avec le président de la République qui donne ce pouvoir-là, entre guillemets, au secrétaire général des services du Premier ministre? On pourrait le dire. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très intrigué par le titre de votre mission. Qui est le véritable chef du gouvernement? En réalité, dans un pays normal,
la question ne devrait pas se poser. Oui. Déjà on pose la question parce qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a pays normal, pays qui se gère normalement. Je vais rectifier. Oui. Dans un pays qui se gère normalement, la question ne devrait pas se poser. Il ne devrait pas, je peux répéter les mots d'un président, de notre ancien président Yedjo, il ne devrait pas avoir de bicéphalisme. Dans ce niveau-là, le chef du gouvernement. Donc pour vous, il y a bicéphalisme à la tête du gouvernement camerounais. C'est pour ça que nous sommes en train de débattre, oui. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas normal. Oui. Voilà, c'est pour ça que. Mais Samuel Motte, il a trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Hein. Oui, bon. Sans surprise. Nous ne sommes pas surpris parce que. Il nous parlera de glissement bientôt, soyez patients. Nous ne sommes pas surpris parce que ça nous vient d'un supporter du régime. Donc c'est tout à fait normal. Monsieur Motte est dans son rôle. Et vous êtes quoi? C'est-à-dire anti-supporter du régime. Je suis chercheur, je suis enseignant de sciences politiques. Et donc il est dans son rôle. Avec le G90, oui. Alors, c'est la première, peut-être, vous êtes en train de neutralité absolue. Mais je vous le reconnais également. Oui. Vous pouvez continuer maintenant. Merci de me donner l'autorisation. Oui, allez-y. Alors, et ce sera peut-être la première. Ce sera peut-être la dernière fois que vous allez m'interrompre. Je l'espère. Alors, je disais que dans un régime où les institutions fonctionnent tout à fait normalement, la question ne devrait pas se poser. Parce que, comme la Constitution l'a dit, l'a stipulé, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Point. Et le président de la République est l'autorité qui définit la politique du gouvernement. Le Premier ministre est chargé de l'exécution des lois. Et en fait, cette même Constitution dit que le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. Bon, c'est un agencement institutionnel un peu bizarre que nous avons. Excusez-moi. C'est normal. Excusez-moi, ne m'interrompez plus. Je ne vous interromps pas, mais je n'ai pas alimenté votre conversation. Si vous continuez, je ne vais pas vous laisser parler tout à l'heure. Je vous avertis. Moi, je supporte ce que vous faites d'ailleurs. Très bien. Et tout à l'heure, M. se vantait de son éducation. Il se vantait de son éducation. On voit. J'alimente la conversation. D'accord. Quand il a fini d'alimenter, je continuerai en disant que le Premier ministre est responsable devant le gouvernement, devant l'Assemblée nationale. Et je dis que c'est un agencement institutionnel que nous avons hérité de la France, qui est déjà bizarre en lui-même. Voilà. Et le chef du gouvernement n'a pas à recevoir de rappel d'un fonctionnaire. Le SGPR est un fonctionnaire. Ministre d'État, membre de ce gouvernement. De ce même gouvernement. C'est ça la question centrale. Il y a un fonctionnaire qui travaille auprès du président de la République. Mais alors, cependant, si le président de la République a délégué certains de ses pouvoirs au SGPR, il est donc dans son rôle quand il fait certains rappels. Mais je disais que tout à l'heure que ce rappel, normalement, devrait passer par le Premier ministre. S'il ne passe pas par le Premier ministre, évidemment, il y a un problème. On sent qu'il y a un problème entre ces deux autorités. Voilà. Et je finis en concluant. Ça passe par le secrétaire général des services du Premier ministre. Premier ministre, et non pas par le Premier ministre. Je conclus en disant que... Qui doit remonter l'information au Premier ministre. Au Premier ministre. Il y a un vice de foi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas bien. Ne serait-ce que pour la forme. M. Bibou nous a tout à l'heure parlé de la forme. Et je soutiens cela. C'est pas bien. Nos partenaires, les organisations internationales, les diplomates et tous les partenaires du Cameroun et les Camerounais doivent avoir une clarté sur ce qui se passe au niveau des institutions. Voilà. C'est vraiment déplorable. Je rappelle que le débat ce soir ne porte pas sur les nominations. Je dis, nous restons sur le circuit de l'information. Mais ça porte aussi sur le hold-up électoral, puisque vous faites des extensions qui vous plaisent bien. Ça, c'est moi, ce n'est pas lui. Ça, c'est moi. Ah oui, c'est vous qui faites les... J'assume les propos. Ne lui prêtez pas mes propos. Non, Jean-Jacques. Pour revenir, par exemple, à Samuel Motte, vous allez intervenir après Jean-Jacques. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème même au sein du gouvernement? Parce que pour que le SG rappelle au secrétaire général des services du PM que les ministres de tutelle ne sont pas habilités à nommer, mais plutôt à suivre le personnalité. Voilà. Est-ce que les ministres ne savent pas ce qu'ils doivent faire par rapport à ça? Voilà pourquoi j'ai demandé que est-ce que ce n'est pas... Donc ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que le Premier ministre ne sait pas... Est-ce qu'il avait besoin de rappeler ça au ministre de tutelle? Quelle était l'opportunité de ce rappel? Ça veut dire que chaque ministre, comme on est dans un gouvernement, comme disait M. le ministre, fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Et je vous rappelle quand même que la crise entre le PM et le SG n'est pas d'aujourd'hui. On a eu la crise de M. Joseph Onaki quand il était SG avec le Premier ministre de l'époque.
Il y a eu la crise de M. Simon Achidachou avec Justin Yoro, ministre du Commerce. Donc, ces crises-là sont toujours régulières parce que le secrétaire général de la présidence est toujours considéré. M. Mott peut vouloir le démentir, mais c'est une réalité. Il est considéré comme un... Mais est-ce que Ferdinand Ngongo n'est pas le messager de Paul Biya? Est-ce qu'il n'est pas le messager? C'est-à-dire que le président demande à Ferdinand contre ce message. Est-ce qu'il a besoin de le faire? C'est ça le problème. Est-ce qu'il a besoin? C'est lui qui nomme. On dit que dans la Constitution, sur proposition du Premier ministre, le chef d'État nomme les ministres. C'est lui qui le nomme. Il n'a pas besoin de passer par le LG pour convoquer un ministre. D'où la nécessité du Conseil des ministres. S'il se tenait d'une manière régulière, permanente, je pense que c'est différents problèmes qu'on constate que le PM est obligé de rappeler à un ministre de tutelle que faites attention, vous ne vous mêlez pas de la gestion des sociétés. Il y a un problème qui se pose dans le fonctionnement de l'État. Il faut déjà commencer par structurer cela pour éviter ce problème. Est-ce que je peux avoir la parole? Permettez, c'est l'heure du journal Bibou, je vais vous donner la parole. Il y a Samuel Mott aussi qui va... Permettez, je vais vous donner ce temps en deuxième partie. Le temps de faire cette petite pause et rencontrer Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric. Les titres du journal au menu ce soir, Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Allan, bonsoir à vos invités. Ce soir, sur le sujet que vous abordez en première partie d'émission, vous suivrez les explications du professeur Viviane Biolay. Vous le savez, elle avait démissionné au poste de directrice générale adjointe de l'Institut de management public. Elle s'exprime sur cette bataille de positionnement, ce bras de fer apparent observé au sommet de l'État entre le gouvernement et la présidence de la République. Nous parlerons également ce soir d'une résolution du Sénat américain après la Chambre des représentants. Ce sont les sénateurs américains qui appellent à un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone et tiennent le gouvernement camerounais pour responsable de la situation qui prévaut à travers le pays en lui demandant de tout faire pour trouver des voies pacifiques en vue de résoudre les multiples crises à la fois dans les régions anglophones et dans le reste du pays. Quels sont les mécanismes qui pourraient être mis en place après ces résolutions prises par les deux chambres du Parlement fédéral américain? Élément de réponse ce soir. C'est un enjeu important pour le gouvernement et la communauté éducative. Nous en ferons le dossier du 20h. La rentrée scolaire et ses incertitudes dans les régions anglophones, les campagnes gouvernementales se heurtent aux violences meurtrières et dans le reste du pays, ce sont des éditeurs qui redoutent la pénurie des manuels scolaires et des libraires aux abois et le conseil d'agrément du manuel scolaire qui pointe un doigt accusateur sur certains établissements scolaires qui ne respectent pas la réglementation. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. Je vous retrouve après le journal de Cédric Noufélé pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Je vous laisse, comme je vous l'ai dit, en compagnie du journal. À joindre sur la table des négociations un médiateur indépendant après le Sénat américain qui rejoint également la Chambre des représentants. C'est le Parlement fédéral américain qui s'est prononcé sur la crise anglophone, donnant les coups de franche à l'administration Trump de pouvoir exercer une nouvelle pression sur le gouvernement camerounais qui, lui, de son côté, revendique sa souveraineté dans le cadre de la résolution de la crise anglophone. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric Noufélé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, la partie consacrée au débrief. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Olivier Bibou-Nissak, Samuel Mott, Dr Lembetiki et Jean-Jacques Ndjok. Jean-Jacques Ndjok, une résolution du Sénat américain. Quelles sont pour vous les chances que Yaoundé écoute enfin la communauté, ce qui vient de la communauté internationale? Quelles sont les chances pour que ceci aboutisse? Pendant que le journaliste évoquait cette décision des Américains, je voyais un peu M. Mott, est-ce que c'est un sourire pour dire qu'il y a encore une incursion étrangère? C'est ce que ça voulait dire?
Oui, en quelque sorte, parce que bon, oui, parce que chaque fois qu'on dit que ce soit les Français, les Américains ou les Anglais veulent apporter un coup de main pour la résolution, ils estiment toujours que. Mais dès qu'ils demandent de l'aide, ce n'est pas une ingérence. Mais dès lors qu'ils apportent une contribution à la résolution de cette crise, c'est une ingérence. Je pense que c'est un pas de plus qui a été franchi dans la démarche de la communauté étrangère. Il faut qu'ils sachent aussi que la communauté étrangère ne peut pas être muette face à un désastre. C'est ce qui se passe, De ce côté-là, ce sont des humains qui meurent depuis bientôt 3 ans à peu près, il y a les 1800 morts, 500 déplacés, il y a plein de côtés de Yabassi. Donc si on a des partenaires qui acceptent de nous apporter un coup de main là-dedans, je pense que son gouvernement doit être attentif et faciliter... Le gouvernement de la République. Oui, le gouvernement de la République, donc votre parti soutient, doit faciliter ces ouvertures afin que ces résolutions puissent faciliter que la crise puisse finir. Ok, Samuel Motte, justement, au début, on parlait de déni dans votre camp, pas de problème anglophone, mais à un moment, on a reconnu qu'il y avait quand même un problème, mais on reste un peu, on va le dire, pour le regretter, sourd face à tous ces appels. Pourquoi? Ça fait 3 ans déjà. Vous commencez par enfin écouter et vous dites que nous sommes sourds. Ça fait 3 ans quand même, Samuel Motte. Écoutez, nous ne sommes pas les générateurs de conflits. Nous sommes là pour faire en sorte que qu'on ait une société sereine dans laquelle les gens vivent en cohésion. On nous impose un certain nombre de conflits, effectivement, que nous gérons au quotidien. Mais je voudrais certainement vous rappeler, parce que vous avez tendance à insister là-dessus, quand même les Américains, ils veulent se mêler dans le cadre d'un conflit. Est-ce qu'il est admis que ce soit une seule partie en conflit qui fasse des concessions? Question, dans le cadre de ce conflit qu'on a créé de toutes pièces en pensant qu'on pouvait en faire un élément de politique intérieure, quelles sont les concessions qui ont été faites de part et d'autre? Je peux vous énumérer les nôtres. J'aimerais bien également que vous ayez une seule énumération dans le cadre de ces concessions-là, ce que le camp d'enfance a dû faire. Quand on dit vous négocier, cela ne veut pas dire que vous capitulez. Et je vous précise, le jour où le gouvernement de la République capitulera, votre propre vie sera en danger. Le gouvernement est là pour nous protéger contre des agressions. Le gouvernement est là pour nous protéger contre les gens qui pensent être puissants. Le gouvernement est là également pour nous protéger contre des déviances éventuelles. Et dans le cadre de cette protection-là, effectivement, on prend des mesures. On prend des mesures conservatoires. J'espère qu'on sortira assez rapidement. Là également, j'ai suivi avec beaucoup d'amusement. Le journaliste dit les cadres de RDPC battent campagne pour qu'on retrouve les chemins de l'école dans le nord et le sud-ouest. C'est quand même cocasse. Pourquoi c'est seulement les membres du RDPC qui doivent appeler les populations à repartir à l'école? C'est quand même l'école, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie d'un citoyen. Et pendant que nous faisons ça, j'ai vu également que Maître Achou faisait des reportages ou alors argumentait sur l'impossibilité de faire une rentrée scolaire sereine. Il faut à un moment donné qu'on se ressaisisse. L'élection présidentielle est passée parce qu'effectivement dans cette troupe nord-sud-ouest, il y avait effectivement cette élection présidentielle de 2018 qui était en ligne de mire. Nous avons bien négocié, elle est derrière nous. Je souhaiterais qu'on se consacre à ce qui peut nous permettre d'atteindre l'émergence en 2035. Et Dr Lembe, le Sénat américain qui s'invite dans la prise. Le Sénat américain s'invite. Est-ce qu'il peut réellement se passer concrètement? Concrètement, il y aura une pression énorme sur le gouvernement camerounais. On sait que le Sénat américain est une institution très puissante. Oui. Et donc, quand elle s'invite dans la résolution d'un conflit, les différentes parties doivent prêter l'oreille. Oui. Et je crois que venant d'une institution pareille, le gouvernement camerounais aura nécessairement besoin d'utiliser certaines de ses ressources pour soutenir la pression qui va venir, parce que c'est une pression très importante. Je dois dire que il y a une espèce de convergence de vues, et je suis très content qu'il y ait cette convergence de vues au niveau international, mais au niveau national aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la commission Moussongé elle-même a demandé qu'il y ait un dialogue inclusif. Alors, nous, le G90, les anciens leaders estudiantins du Parlement des années 90,
nous avons demandé la même chose. Et je pense que nous avons été la première organisation de la société civile camerounaise à demander l'intervention d'une troisième partie, c'est-à-dire d'un médiateur. Nous avons demandé à l'Union africaine de s'investir dans le conflit. Et nous avons fait des propositions. Nous avons demandé que les anciens présidents de la Commission africaine soient invités, qu'on choisisse certains. Nous avons demandé que certains anciens présidents d'États africains soient invités, qui peuvent être choisis pour servir de médiateurs. Nous avons été agréablement surpris, je dois le répéter ici, que le Forum africain, qui regroupe justement les anciens chefs d'État africains, se saisit de l'affaire et que cette conférence, un colloque sur le Cameroun va être organisé, encore je vous dis, ce n'est pas un secret maintenant, puisque je l'ai dit au début, ça va être à Nairobi. Et donc, vous avez dans la résolution des conflits, vous avez dit tout à l'heure que j'étais spécialiste des relations internationales, et ça c'est une de mes spécialités, la résolution des conflits. Donc. Et quand il y a deux parties qui n'arrivent pas à se neutraliser, et Samuel Motte tout à l'heure disait qu'on a comme l'impression qu'on demande à une seule partie de le cessez-le-feu, que ça vienne d'un seul côté. Que tout ce qu'il y a comme récrimination, c'est toujours le gouvernement de Yaoundé qui doit faire. On semble laisser faire l'autre camp, et ça dérange un peu. Ça, je comprends que quand il y a deux parties en conflit, il faut... Je comprends que ça dérange un peu, M. Motte. Ça peut déranger les responsables du gouvernement. Ça peut déranger les responsables du gouvernement camerounais. Vous non. Non, ça ne me dérange pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. Si vous ne m'interrompez pas. Merci. Je ne vous ai pas interrompu. Très bien. Alors c'est une vraie blague. Il interrompt. Allez-y, docteur Lemblay. Oui, alors justement, c'est très important dans un contexte de résolution de conflit que des partis comme le Sénat américain s'adressent au gouvernement du Cameroun, parce que le gouvernement a une responsabilité beaucoup plus lourde dans cette affaire, dans la résolution de ce conflit. Première chose. La deuxième chose, le Sénat américain a bien demandé toutes les parties, y compris les rebelles, enfin les indépendantistes, de déposer les armes. La difficulté ici, c'est que, et ce qui dérange M. Motte, c'est que les rebelles, pour les appeler ainsi, ou les indépendantistes, les séparatistes, ne sont pas toujours organisés en une force cohésive. Oui. Donc il est difficile parfois de trouver les interlocuteurs du gouvernement. Donc ça devient difficile aux organisations internationales qui ne peuvent pas nommer précisément qui sont les indépendantistes. Alors on demande en général à ceux qui sont en train de se battre dans ces conditions difficiles de déposer les armes. Deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que, et ça peut déranger les autorités du gouvernement camerounais qui vont invoquer la souveraineté nationale. C'est tout à fait compréhensible. Le Cameroun est un État souverain. Mais en relation internationale, il y a le devoir et même parfois le droit d'ingérence. C'est de plus en plus reconnu. Quand un gouvernement n'arrive pas à mettre fin à des violences extrêmes, genre de photos que nous voyons au nord-ouest et au sud-ouest sont mais vraiment difficiles, sont insoutenables. Et quand un gouvernement n'arrive pas à mettre fin, et encore, c'est un gouvernement qui tue tes propres populations. Même si évidemment ces populations ont pris des armes et il faut une réaction du gouvernement. Le mot de la guerre ne compte pas. Tout compte. Et c'est pour ça qu'on a demandé... C'est le gouvernement qui tue. Les indépendantistes. Mais c'est pour ça donc que, M. Motte, si vous permettez, on demande, il y a ce droit d'ingérence qui doit s'appliquer ici. Et ça peut ne pas vous plaire, mais c'est comme ça en relation internationale. Nous savons tout ce qui s'est passé au Rwanda en 1984. Vous allez penser que en 1994, c'est une situation extrême, mais ça a laissé un mauvais goût dans la conscience internationale. Et on ne peut plus laisser répéter certaines de ces choses. J'ai suivi certaines organisations parler de 800 morts. Mais ça, c'est il y a bien des mois. Nous avons dépensé 850. 1850. 1850. Oui. Nous sommes dans une guerre civile. 20 mois de... Nous sommes dans une guerre civile. Alors, les études que nous faisons disent que quand on a dépassé 1000 morts, on est dans une situation de guerre civile. Et dans cette guerre civile, lorsque les deux parties sont incapables de se neutraliser, il faut nécessairement une intervention internationale. Une intervention ici ne veut pas dire militaire. Je sais que ça, c'est ce qui fait peur aux dirigeants du Cameroun. Mais
le Sénat américain n'a pas parlé d'intervention militaire. Ce qu'ils font en ce moment, c'est de mettre la pression. Et j'espère que le Sénat américain va soutenir l'action du Forum africain. Parce que c'est un problème, un conflit qui se passe en territoire africain. Et ce serait mieux, ce serait bien que les Africains soient ceux qui sont invités à aider à le résoudre. Olivier Bibounissa, sur cette situation, le Sénat américain, quelle chance? Alors d'abord, je demanderai la permission, Serge Alain, de finir le petit bout de phrase que j'essayais d'articuler dans la première partie. Vous l'avez promis. Oui, on finit d'abord avec le débrief. Je vais revenir à votre convenance. La thématique principale. Mais que quelqu'un, tout le monde passe d'abord un mot. Oui. Sur la question de ce qui nous vient comme conseil depuis les États-Unis, je dois vous avouer que mon orgueil patriotique est blessé. Qu'on en soit à nous rappeler de telles évidences. Vous vous rendez compte? On est tombé bien bas. D'abord, j'ai une mauvaise nouvelle pour M. Mott. Il y a des responsables à la dégénérescence, au fait que la situation au nord-ouest et au sud-ouest en soit arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui. Ces responsables nous président et gouvernent aujourd'hui illégitimement. Quand Akbor Bala, quand Fontem Neba, quand Mancho Bibixi arpentaient les rues de Bamenda, de Boya, etc. dans le cadre de la Noëlas et le consortium de la société civile anglophone, c'était des revendications parfaitement non violentes et républicaines. Et d'ailleurs, ces acteurs, pour ce qui les concerne, quand ils ont été conviés à la table de négociation par un régime et un gouvernement qui à l'époque était légitime, ils sont partis. On les a conduits à Yaoundé comme des terroristes. Et là, les vrais terroristes sont sortis du bois. Il y a des responsables aux décisions qui ont entraîné à cette escalade meurtrière. Je dis, ils sont à Itoudi et dans le gouvernement. Oui, Olivier, on ne va pas le faire. Il ne faut pas faire. Parce qu'il ne faut pas faire. Serge Alain, je promets, il ne faut pas faire l'économie des responsabilités. Pour que les bourreaux se présentent aujourd'hui comme ceux qui veulent. Les pompiers d'hier, les pyromanes d'hier, soudain, font valoir l'étiquette de pompiers. Monsieur Mott, qu'il aurait aimé une énumération des solutions par le camp d'en face. Oui. Des propositions. Des concessions. Des concessions. Oui. J'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer là encore. Ouais. Parce que, s'agissant de la crise au Nosso, le MRC est allié, c'est-à-dire la résistance nationale, concernant la crise au Nosso, qu'un dialogue national devait être fait, qu'il fallait un train de mesures, parmi lesquelles notamment un cessez-le-feu, un dialogue, et puis un désarmement, des mobilisations, etc. Rappelez-vous que cette idée a été gauchement empruntée, c'était un énième hold-up, par le régime illégitime, qui bien sûr a mis la charrue avant les bœufs, parce qu'une commission de désarmement et de démobilisation a été mise sur pied, alors que les conditions de l'avènement d'un cessez-le-feu ou même d'un dialogue simplement n'étaient pas mises en place. Et, tenez-vous bien, parce que chez eux, ils vont toujours mieux quand ils font mal les choses. Tenez-vous bien, lorsque cette question a été abordée par celui qui à l'époque était le président légitime, il a dit « on ne dialogue pas avec des terroristes ». Merci. Malheureusement, on est arrivé au terme de cette émission. Non, mais c'est pas vrai. C'est dommage. Tout à l'heure, merci. On me fait des grands signes, là. La régie me fait des grands signes. D'accord. César, je voulais quand même dire que nous avions initié une réforme durant la campagne qui visait à ce que le Premier ministre... Qui consiste à laisser chaque fois de ouvrir ça. Merci. Des vilainies sur des gens. Ah mais non, c'est pas des vilainies. Mais c'est des vilainies. Il y a des gens extrêmement inutiles. Il y a des gens extrêmement inutiles qui nous ont débarrassé des gens extrêmement utiles qui se retrouvent à Paris et qui se retrouvent à côté du fait des gens extrêmement inutiles. Ce que je retiens de sa sortie, je ne retiendrai pas la parole pendant longtemps, j'ai dit qu'est-ce que les protagonistes d'en face et pourtant c'est moi qui ai été coupé, mais c'est lui on fait comme concession dans le cadre de la résolution de ce conflit. Il a commencé à me faire une énumération de ce que le MRC a fait et je retiens donc que le MRC fait partie intégrale de ce conflit-là qu'ils ont. On a le droit d'avoir l'esprit mal tourné, monsieur. Merci, cher monsieur. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de cette édition. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Oui, allez-y. Olivier, c'est vous qui avez la parole. D'accord, je vous remercie. Je disais tout à l'heure...
Je dis, donc finalement on peut continuer l'émission, c'est ça? Oui, d'accord. Je disais tout à l'heure que sur la réforme, il y avait une réforme que nous avions proposée via le président élu candidat à l'époque, Maurice Kamto. Non, Olivier, restons sur la résolution 292. D'accord. Quelles sont les chances de voir le gouvernement de Yaoundé accéder à tout ce que le Sénat américain réclame, dialogue inclusif véritable, oui. Médiateur indépendant? Oui. Alors je vous disais tout à l'heure que les exemples que je prenais à titre illustratif visaient un objectif très clair. Le régime illégitime de Yaoundé est de mauvaise foi. Actes ne suivent pas. Vous croyez réellement que si on voulait créer les conditions d'une résolution pacifique de ce qui se passe au Nosso, on attendrait qu'une évidence comme celle du dialogue national nous soit rappelée? Vous croyez réellement qu'on attendrait que les partis soient invités à prendre des mesures de désescalade et de cesser le feu? C'est pour cela que je vous disais, nous sommes tombés bien bas. Parce que si vous vous retrouvez extrêmement utile et compétent, suivez mon regard à la prison principale de Koundengui, qui ont tout le talent qu'il faut quand il s'agit précisément de précipiter le pays. Il avait la parole tout à l'heure. Je vais vous passer la parole, Samuel Motte. Je vais vous passer la parole. Des gens qui ont tous les talents qu'il faut quand il faut méconduire le pays, mais qui, précisément, quand il faut apporter les solutions, sont en panne. Ces gens sont doués non seulement de mauvaise foi, mais hélas, ils sont en incapacité de régler un problème qu'ils ont amplement causé. Ok, Samuel Motte. Cette situation. Vous voulez réagir par rapport à... Non, mais je n'ai pas nécessairement besoin de réagir. Je n'ai pas besoin nécessairement de réagir sur l'ensemble des contre-vérités. Vous voyez qu'on a l'esprit mal tourné. Parce que j'estime tout simplement que pour un plateau qui doit être équilibré, je suis seul face à trois contradicteurs. Et donc, pour ça, il faut la donner équilibrée. Je vous en prie. Je veux que ce débat soit définitivement clos. Je vous en prie. Samuel Motte, vous voulez 4 représentants du RDPC sur le plateau pour que ce soit équilibré? Il y a le PCRN, il y a le MRC et il y a un universitaire. Sauf que très souvent ils disent la même. Qu'est-ce que vous avez fait, Samuel Motte? Parce que vous dites que c'est déséquilibré. C'est la réalité. Dans la même logique. C'est la réalité. Que la parole puisse roter. Mais je vous dis encore une dernière fois, en ce qui concerne la gestion des conflits, il faut compter également qu'on puisse avoir en face de soi déjà des âmes de bonne volonté qui soient animées par trouver des solutions. Mais je ne veux pas rentrer dans la situation de facilité du MRC pour qui tout est simple. Le MRC, son logo. Le sentiment a proposé une conférence avant les élections. On l'a reporté jusqu'aujourd'hui. Et c'était pas le MRC, ça. Et ça, c'était pas le MRC. Qui a proposé? Laissez Samuel Motte dérouler. Ça fait partie. Je pense qu'on interrompt trop Samuel Motte. Laissez-le dérouler, je vous en prie. Allez-y, vous avez la parole. Ce genre de proposition nous faut que là, effectivement, pourquoi la conférence à nos jours n'est pas encore tenue? Elle avait une vision principale, faire en sorte que l'élection présidentielle ne puisse pas se tenir. Une fois que l'élection présidentielle s'est tenue, je crois que la conférence elle-même, elle a été vidée de sa substance. Mais encore une dernière fois, ce n'est pas qu'un parti concède, qu'une partie capitule. Et dans le cas d'effectivement des propositions. Mais c'est ça, quand les gens sont compétents, les choses sont simples, on les règle facilement. C'est une question de compétence. C'est une question de compétence. Même pour pouvoir prendre ce pouvoir-là, c'est une question de compétence. Rendre les choses simples, ce n'est pas aussi simple que cela. Quand on se rend compte qu'effectivement, c'est jamais simple pour les médias. Ceux qui ne savent pas faire les choses. Olivier, permettez. Il n'y a qu'à susciter une insurrection pour pouvoir prendre le pouvoir. On se rend compte effectivement qu'on est tout seul à se balader dans les rues de Douala, qu'on n'est pas suivi par la population. Effectivement, quand on pense qu'on est tout simple, quand on dit... Continuez de vous moquer des Camerounais. On est effectivement... Moquez-vous des Camerounais. Ils apprécient en regardant la télé. Comme insurrection au Burkina Faso, on se rend... Bien aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement que le discours est en train d'évoluer, même s'il reste toujours dans son parent normal qu'il a évoqué tout à l'heure. En ce qui me concerne, effectivement, c'est un appel que je lance. Ce serait bien, effectivement, que l'ensemble des partis puissent s'apaiser de telle manière à ce qu'on... Mais allez dire, ça a tout dit, M. Motte. À qui le dites-vous ici? À vous notamment, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez partie des protagonistes. Mais je vous ai répondu que vous aviez l'esprit mal tourné. Vous avez entendu de travers. Quand j'ai dit effectivement que je suis seul sur le plateau, quand on évoque l'ensemble de ces interférences qui viendraient de l'extérieur, on n'est même plus dans le domaine du raisonnement, on en est à le souhaiter. Mais
je pense effectivement que fondamentalement, le Cameroun défendra son intégrité territoriale et également sa souveraineté. Et dans ce cadre-là, s'il y a des partenaires extérieurs qui seraient enclins à nous apporter leur appui, l'appui est bienvenu. Mais en ce qui concerne l'exercice de cette souveraineté-là, on les Et pour terminer, parlons de l'intervention américaine. Pour pouvoir nous rendre compte qu'aujourd'hui, l'Irak n'est pas en paix. Parlons de l'intervention américaine pour pouvoir nous rendre au concerne. Je suis un défenseur de la paix. Arrêtez d'avoir des psychoses et d'avoir des hallucinations. En 30 secondes, je termine avec vous. En 30 secondes, je dis que nous n'avons pas, en ce qui me concerne, et d'autres acteurs de la société civile, nous ne pensons pas qu'une intervention militaire américaine est nécessaire dans notre pays. C'est un point précis. Mais nous disons que la pression internationale rencontre déjà un dialogue inclusif. Ce qui est à retenir, c'est que ce dialogue inclusif n'a pas été organisé, ou bien le gouvernement, l'État camerounais a jusqu'à présent été incapable d'organiser un dialogue inclusif. D'où la nécessité d'intervention étrangère, de pression étrangère, notamment le Forum africain, pour amener les parties camerounaises, le gouvernement, je ne dis pas le gouvernement de la République parce que c'est une tautologie, le gouvernement et les acteurs de la crise anglophone et d'autres acteurs de la société civile camerounaise à aller à Nairobi, participer et trouver des solutions. C'est quelque chose qui remet déjà en cause, en question, à ce niveau au moins, la souveraineté du Cameroun. Ok. Voilà. Et nous pouvons ajouter enfin qu'à ce niveau, monsieur Mott, désolé, le gouvernement a perdu l'initiative politique pour résoudre ces questions. C'est pour ça mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Et ce n'est pas parce que d'autres acteurs, excusez-moi, c'est pour ça. Vous discutez avec des intégristes, vous? C'est pour ça que d'autres acteurs, je parle du Sénat américain, je parle du Forum finalement, africain. c'est John Gouté que vous suivez. Vous discutez avec des intégristes? S'investir parce que le gouvernement avec autant de facilité que vous déclamez les choses? Je ne sais pas si c'est une facilité. Vous n'allez pas me le prendre, n'est-ce pas? Non, mais attendez, c'est tout simplement ahurissant. Ok. Voilà, Jean-Jacques, 30 secondes, je sors par vous. Vous avez vu que dans la résolution américaine, il y a deux vocables. Le dialogue inclusif et un médiateur indépendant. Il paraît que c'est une intervention, selon les interprètes. Cabral, depuis le début de la crise, a toujours prôné ce dialogue. Il vient pour dire qu'il n'est jamais trop tard. Pour maintenant, si le chef de l'État peut se réveiller maintenant et se rendre compte que ce dialogue est important, nous on est preneurs. Notre président a toujours prôné ce débat depuis le début de cette crise. On ne serait pas arrivé à 1850 morts, à 500 déplacés. S'il avait tout le monde écouté ses enfants, comme il aime appeler, du Cameroun, on ne serait pas arrivé à ce stade. Okay. Les partenaires politiques sont là pour prôner le dialogue, pour que le Cameroun vive en paix. Donc s'il avait écouté tout le monde certains de ses partis, dont le nôtre, on ne serait pas arrivé à cette situation. Je voudrais aussi dire qu'il y a des Camerounais qui se retrouvent à Kondengui, à la prison centrale et à la prison principale, précisément parce que l'une des raisons pour lesquelles ils ont marché et pris, y compris des balles, c'était en disant non à la guerre au Nosso, non au tout militaire. Voilà, merci. Voilà, merci, cher monsieur. Ils sont de la résistance nationale. Merci, Samuel Mott. Ils sont de la résistance nationale. Oui, ça va très bien. Je n'ai aucun problème, même si de temps en temps, je vois des points de mauvaise foi en face. En ce qui concerne le gouvernement de la République, j'insiste effectivement qu'on peut dire le gouvernement de la République, parce que nous sommes républicains. Le président Paul Biya a montré toute son aisance très souvent à se sortir de conflits, même les plus fous. Et dans ce cadre-là, nous, contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes pensent sur ce plateau, il y a des promesses de négociation qui ont commencé. Le sont, lui, le temps nécessaire pour pouvoir résoudre ce conflit. De façon normale, il y a des négociations. Merci, madame. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Tout à l'heure, 100% football avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Et comme invité, Enanga Joseph, ancien de l'Union de Douala et des Lions Indomptables, plus connu sous le nom de Enanga Zozo. L'invité de Sylvestre Hippolyte Zangaou, c'est tout à l'heure, après Equinox Soir. Bonsoir, Yaoundé. Ça fera 85 500.